Mais regardez, avec cet air tendre et ce sourire d'ange, en fait, il est difficile de croire que cet homme, c'est l'un des plus grands serial killers de l'histoire des États-Unis. En fait, je vous présente Ted Bundy. Grâce à son charisme, il est parvenu à manipuler énormément de gens pour se faire passer pour un gendre idéal. Et en fait, sous ces faux airs de mec sympa se cache en réalité un grand psychopathe qui va sombrer dans une folie meurtrière dans les années 70. Rapprochez-vous mes uranoscopes, nous allons retracer ensemble le parcours de ce meurtrier particulièrement violent et manipulateur. Nous allons voir comment un étudiant en droit, propre sur lui, a pu devenir un psychopathe sanguinaire sans se faire attraper pendant des années. Il a pourtant été jusqu'aux limites de l'humanité, entre des assassinats et des viols d'une rare violence. Mais aussi à travers des pratiques horribles sur le corps de ses victimes, même après leur mort. Bref, vous serez vraiment stupéfait de voir à quel point il a malgré tout réussi à faire en sorte que personne ne le croit capable de commettre toutes ces atrocités. Si bien que, un jour, il va finir par faire la une de tous les journaux et devenir un véritable personnage médiatique totalement incontournable pour l'époque. Et enfin, nous découvrirons aussi quelles erreurs vont le mener à sa perte et mettre fin à une série de crimes de plus en plus horribles. Tout d'abord, est-ce qu'il était possible de prévoir que Ted Bundy allait devenir un tel monstre dès son plus jeune âge? Mais avant de commencer ce sombre récit de l'histoire de Ted Bundy, je vous propose quand même un petit instant de douceur, ça fera pas de mal, et pour ça je vais faire appel à notre sponsor du jour, c'est Holy. Pour rappel, Holy c'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes. Sauf qu'à la différence des autres marques, et bien là ça se présente sous forme de poudre à mélanger avec de l'eau, tout simplement. Il y a plein de parfums différents en plus. Alors perso, celui que j'apprécie le plus, c'est l'Ice Tea d'Argeling et miel, c'est celui-là. Mais en même temps, vous voyez celui avec le fruit du dragon et la gamme énergie, il est pas mal. Et en plus, c'est beaucoup plus écologique parce que un pot comme celui-là, ça permet d'éviter de jeter l'équivalent de 50 canettes. Mais en plus, Holy, ça permet de s'hydrater sainement. Pas comme par exemple ce cher Ted Bundy qui lui s'enfilait plusieurs verres de vin avant d'aller tuer des jeunes filles innocentes. En fait, Holy, c'est sans sucre, c'est sans taurine et avec des arômes et des colorants naturels. Mais surtout, l'info du moment, c'est que Holy se lance aussi dans les milkshakes. Parce qu'en fait, maintenant, c'est possible de déguster des parfums comme vanille, banane, noisette, caramel, c'est celui-là, ou même fraise. Donc voilà, rien de tel qu'un bon milkshake pendant une petite soirée frisson à se mater une vidéo de je sais pas quoi, par exemple, peut-être poisson fécond, on sait pas, toi, tout ça. C'est facile, en plus, il y a juste à mettre 300 ml de lait animal ou végétal, puis vous mélangez avec votre poudre Holy, elle ou elle par exemple, et vous obtenez alors un milkshake à l'onctuosité parfaite. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker les différentes offres sur le site Holy, bien sûr. En plus, j'ai un petit code promo pour vous, c'est poisson fécond 5, ça vous permet d'obtenir 5 € de réduction sur votre première commande. Et avec le code poisson fécond, là vous avez 10% de réduction sur toutes les commandes régulières. Quant à nous, il est quand même temps de débuter, alors plus comme ça, il est temps de débuter l'histoire de Ted Bundy par le commencement. Donc, bien avant cet état-là, c'est-à-dire sa naissance. Ted Bundy, ou Theodore Bundy, il est né le 24 novembre 1946, à Burlington, au nord-est des États-Unis. En fait, dès le départ, il y a une chose qui cloche. Il porte le nom de sa mère, Eleanor Cowell, sur son acte de naissance. Parce qu'en effet, il se trouve que son père est inconnu, même si, bon, il y a quand même un certificat de paternité qui présente le nom de Lloyd Marshall, qui est là un vétéran de l'armée. En fait, personne n'a jamais pu prouver la réelle identité de son père. En tout cas, il se trouve que le papa serait juste le fruit d'une aventure sans lendemain, et que la maman soit tombée enceinte à ce moment-là. Et comme, en tout cas, les jeunes mères célibataires était mal vu dans une Amérique puritaine, Ted a donc été élevé par ses grands-parents qui se faisaient donc passer pour ses vrais parents. Et sa mère, se faisait passer pour sa grande sœur. Voilà, vraiment sa maman, quand elle a accouché de lui, elle était vraiment très jeune. Et au passage, sa famille est d'un milieu modeste et son grand-père est quelqu'un de dur, voire même de vraiment violent. Mais du coup, là, on peut se dire, ok, est-ce que ce contexte a pu influencer sa transformation en serial killer? Eh bien, on va voir ça plus tard. En tout cas, le petit Ted Bundy est un enfant assez sage, élevé par une famille très croyante, qui l'amène à la messe tous les dimanches. C'est plutôt bien parti en vrai. D'ailleurs, ils ont déménagé dans la ville de Tacoma, dans l'état de Washington, où Ted passe toute sa jeunesse. En fait, il passe son temps libre à pêcher et à jouer dans la nature avec ses amis du quartier. Petit pépin, c'est que Ted, c'est un enfant à part. En fait, il n'agit pas tout à fait comme les autres enfants. Par exemple, alors qu'il n'a que 3 ans, il se serait rendu dans la chambre où sa tante dormait, armée d'un couteau. Et en fait, lorsqu'elle s'est réveillée, lui, il l'a regardée, immobile, tout en rigolant. Et là, vous allez me dire, ok, alerte psychopathe. En réalité, vous verrez que ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher pour s'en rendre compte. Plus tard, chez les scouts, il ne parvient pas à s'intégrer et les autres gamins ne l'apprécient pas trop. En fait, il s'est pas tiré à la carabine à plomb. Il échoue aussi à faire des nœuds et il arrive toujours dernier à la course. Et puis au collège et au lycée, il a également du mal à nouer des amitiés. Les gens le trouvent un peu bizarre. Il s'amuse à dire à ses amis qu'il sera un jour un grand avocat ou même président des États-Unis. D'ailleurs, un camarade de classe qui vit dans son quartier a même raconté l'avoir aperçu en train de fouiller des poubelles à la recherche de magazines qui parlent d'affaires criminelles. Et tout ça avec des photos de femmes nues à l'intérieur. Il se trouve que durant ces années de lycée, Ted va se mettre à se créer un personnage d'un garçon plus intelligent que la moyenne. Et le but pour lui là-dedans, c'est de masquer sa vraie personnalité. En fait, il veut jouer un rôle pour séduire les gens. Et ça va marcher, car j'ai oublié de vous dire que Ted Bundy possède un atout qui va jouer un rôle important dans sa vie. En fait, Ted, il est beau. Et vous allez voir que c'est un détail qui aura toute son importance après.
assez souvent, il arrive à jouer de son physique avantageux pour s'en sortir dans des situations un peu délicates. Par exemple, il va lui arriver de voler des petits trucs par-ci par-là durant sa jeunesse. Il vole des petits objets sans grande valeur en pénétrant dans des maisons, des équipements pour faire du ski, même un jour une voiture. Comme il est beau gosse et comme il est propre sur lui, les policiers, ils passent l'éponge. Ils se disent, bon, c'était un écart, mais non, ça va, c'est pas grave. En fait, il va juste faire des petits tours en garde à vue, mais sans plus. Et puis, il faut le dire, mais il arrive à amadouer les gens, à les manipuler pour se faire passer pour un ange. Et en fait, c'est peut-être ça le vrai signe de sa psychopathie. En fait, il est hyper narcissique. Il aime défier les lois et il passe son temps à mentir à son entourage. Alors d'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir ce que ça fait d'être psychopathe, je vous invite à voir mon ça fait quoi sur le sujet, qui est juste là. Voilà, il est là. Jusqu'à la fin de ses années lycée, Ted Bundy ne fait pas trop de vagues. Il est quand même discret. D'ailleurs, en fait, ses professeurs le décrivent comme un poisson moyen dans un grand aquarium. En gros, voilà, il se fait vraiment pas remarquer. Et puis, à la fin du lycée, Ted Bundy part alors faire des études à l'université de Puget Sound. Et là, c'est une fois à l'université que quelque chose va changer chez lui. Et on va voir d'ailleurs dans la prochaine partie comment Ted Bundy s'est petit à petit transformé pour devenir le serial killer qui a traumatisé les États-Unis dans les années 70. Et là, en arrivant à la fac, Ted Bundy va encore plus jouer un rôle avec ses camarades de classe. Bref, il arrive comme ça à gommer son image de mec bizarre et introverti pour apparaître comme un jeune homme super charismatique, voire même arrogant aux yeux des autres. En plus, bon, au niveau scolaire, là, il est un peu perdu, il abandonne l'université de Puget pour s'inscrire à la fac de l'État de Washington pour apprendre le chinois. Et puis bon, au final, même le chinois, il abandonne, et puis il s'inscrit en fac de droit. Là, il est vraiment persuadé qu'une grande carrière d'avocat s'offre à lui. Et c'est à cette période qu'il va faire la connaissance de Diane Edwards, qui va alors considérer comme son premier amour véritable. Sauf que là, il y a un petit pépin. En fait, Diane, elle est issue d'une famille riche. Et elle a de l'ambition. Elle est belle, et puis elle s'habille avec des beaux vêtements. Pour le dire autrement, elle joue pas dans la même cour que lui. Parce que Ted, lui, il est issu d'une famille modeste. Du coup, il est obligé d'enchaîner les petits boulots pour payer ses études. D'ailleurs, Diane dira plus tard que Ted n'était pas assez ambitieux à ses yeux. Et surtout, qu'il avait du mal à s'affirmer dans leur couple. En fait, elle le trouvait pas assez mature, pas assez viril. Mais Ted, lui, il ne lâche pas l'affaire. Il veut vraiment lui prouver à Diane qu'il peut devenir meilleur. Et pour ça, il va tenter de se lancer en politique. En fait, à cette époque, Richard Nixon est un républicain et il est sur le point d'être élu président des États-Unis. Et Ted Bundy, c'est l'un de ses plus grands partisans. Et il se décrit lui-même comme un fervent conservateur face aux démocrates qu'il traite de socialistes extrémistes. Et c'est ce qui va alors pousser Ted à s'engager dans la réélection du gouverneur républicain Dan Evans à Seattle. Là, Ted Bundy va alors passer sa vie dans les meetings et dans les cocktails de campagne. Là, ça y est, la politique lui permet enfin de briller et de manipuler les gens de manière encore plus intense. D'ailleurs, le meilleur exemple là-dedans, c'est lorsqu'il va réussir à s'infiltrer dans les meetings de l'opposant du gouverneur Evans, donc le démocrate Rossellini. Là, Ted Bundy va alors espionner l'adversaire, noter tout ce qu'il dit, même en privé, pour pouvoir utiliser tout ça contre lui dans la presse. D'ailleurs, il va même finir par être accusé d'espionnage politique. Mais bon, il va s'en tirer en disant qu'il n'était qu'un petit pion pour l'équipe du gouverneur Evans et qu'il faisait qu'obéir aux ordres. It's hard for me to believe that what I did is newsworthy. And my part in the campaign was so insignificant, I'm embarrassed that I should be getting this publicity from it. Really embarrassed. Quand Ted s'est aperçu qu'il n'était pas assez bon en études de droit, il s'est lancé dans des études de psychologie. Là, il est alors passé d'élève médiocre à élève brillant. Bref, tout semble lui réussir, il est content, du coup ça y est, il a level up en charisme et tout, mais sa copine Diane va quand même rompre avec lui durant l'été 73. À ce moment-là, bon, il a 27 ans. En tout cas, cette nouvelle va totalement l'anéantir. En fait, là, il se dit, putain, mais tous ces efforts pour rien, la politique et tout, il se sent complètement dévasté. Pour lui, là, c'est un vrai cauchemar de se sentir autant rejeté, et à ce moment-là, il va vouloir prendre sa revanche sur Diane. Au final, bon, il va finir par se consoler dans les bras d'une autre fille. Alors cette autre fille, elle s'appelle Elizabeth Klopfer et c'était une jeune mère tout juste divorcée. Très vite, Ted joue le rôle de copain parfait. Il s'occupe même de sa petite fille en jouant le rôle de beau-père et à trois, ils forment rapidement une petite famille toute mimi, vraiment un peu idyllique. Au bout de 3 ans, leur relation devient assez chaotique, ils passent leur temps à se séparer, à se remettre ensemble, profil d'attachement un peu chelou quoi. Quoi qu'il en soit, Ted refuse de mettre fin à ses ambitions et il se concentre sur sa carrière. Son charisme et son côté gendre idéal lui ont d'ailleurs permis, durant ses études, d'occuper 2 métiers assez surprenants au regard de ce qu'il est devenu par la suite. Il a d'abord réussi à occuper un poste dans un centre d'appel de prévention anti-suicide. D'ailleurs, plus tard, les psys qui ont étudié son cas, ils pensent que le but pour lui, c'était alors de prendre du plaisir à écouter la souffrance des autres. Un peu chelou comme motivation.
Et enfin, encore plus chelou, il est parvenu à être nommé au comité consultatif de prévention du crime de Seattle. Et c'est là qu'il va rédiger un tract à distribuer aux jeunes femmes de la ville pour les sensibiliser face aux agressions et aux tentatives de viol. D'ailleurs, le plus ironique dans l'histoire, c'est que c'est lui, Ted Bundy, qui va être à l'origine d'agressions, de viols et de meurtres dès l'année suivante. Et ça sera le début d'une horrible épopée meurtrière que nous allons voir. Lorsque Ted Bundy s'installe dans l'État de Washington, le taux de criminalité est assez faible et la ville de Seattle, où il vit, est considérée à ce moment-là comme l'une des villes les plus sûres du pays. Sauf que, du coup, en 74, alors qu'il a 27 ans, la donne va changer totalement. À ce moment-là, des disparitions de jeunes filles vont se multiplier. Et derrière tout ça, bien entendu, se cache un seul et unique homme, Ted Bundy. En fait, tout commence la nuit du 4 janvier 74. Ted s'introduit dans la chambre d'étudiante d'une certaine Karen Sparks, qui vit en colocation avec un certain Chuck. Et là, alors qu'elle dort profondément, il l'assomme avec une barre de fer et il abuse alors sexuellement d'elle. Mais soudain, Ted est pris de panique en entendant Chuck, donc le colocataire, dans l'autre chambre, se mettre à parler pendant son sommeil. En fait, il croit que le coloc s'est réveillé et là, Ted s'enfuit. Il va alors laisser Karen inconsciente jusqu'à ce que Chuck la découvre ensanglantée le lendemain matin. En tout cas, un peu plus tard, une certaine Linda Ann Haley, qui est une jeune étudiante de 21 ans, n'aura pas la même chance. Le 31 janvier 74, Ted s'introduit chez elle, il l'assomme, il la viole, mais cette fois-ci, il parvient à aller jusqu'au bout et à l'assassiner. Là, Linda est alors déclarée disparue et son corps ne sera retrouvé qu'1 an plus tard, enterré dans une forêt des Taylor Mountains. D'ailleurs, retenez bien le nom de ce lieu car il va se passer pas mal d'horreurs là-bas, et toutes liées à Ted Bundy. En tout cas, c'est le début de la folie meurtrière de Ted. Il va alors enchaîner les meurtres de ce type à coup d'1 fois par mois pendant toute l'année 74. Bref, les victimes se multiplient. Et d'ailleurs, sa technique à Ted est toujours la même. Il va espionner une étudiante, entrer chez elle pendant son sommeil, la violer, puis la tuer avec une barre de fer, parfois dans l'autre sens, et se débarrasser du corps. Mais il va aussi également commencer petit à petit à perfectionner la technique. En fait, il va s'approcher de ses victimes avec un faux plâtre ou des béquilles, et il va alors leur demander de l'aide pour des trucs. Sauf que là, il en profite pour les kidnapper, et il leur fait subir le même cauchemar qu'aux autres. Et le pire, c'est que ça fonctionne très bien. Comme je vous l'ai dit, Ted Bundy, il est beau gosse, il séduit facilement ses victimes, et il parvient très facilement à obtenir leur confiance. Mais justement, il va prendre un peu trop la confiance et commettre une première erreur avec ses prochaines victimes. En fait, tout se déroule un dimanche de juillet 74, il a toujours 27 ans, et c'est au niveau du lac de Sammamish. Là, on est dimanche, le parc est bondé de monde, et pourtant, Ted rôde dans les parages à la recherche d'une future victime. Il s'approche alors de jeunes filles, il leur parle avec un accent anglais, avec des béquilles au bras. Et à toutes, il demande la même chose. En fait, il aurait besoin d'aide pour accrocher un petit bateau à sa voiture. Il y en a quand même plein de filles qui sont méfiantes, il y en a plein qui refusent, mais néanmoins, il y en a 2 qui acceptent. Une certaine Janice Ott, et l'autre, c'est Denise Naslund. Évidemment, les 2 sont kidnappés par Bundy, l'une après l'autre, et à seulement 4 heures d'intervalle. Là, Ted Bundy va alors les amener dans la forêt des Taylor Mountains, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il va alors forcer Denise à le regarder en train de tuer Janice, avant de la tuer à son tour. Et plus tard, il va même avouer qu'elles feront partie des premières victimes qu'il a d'abord tuées, avant de revenir plus tard abuser sexuellement de leur corps. Mais bon, Ted va commettre une grosse erreur ce jour-là, parce qu'en effet, il va tenter d'enlever une autre jeune fille dans la même journée, donc une 3e. Sauf que elle ne tombe pas dans le panneau, et elle va alors témoigner plus tard auprès de la police et donner une description physique du suspect. There were 40,000 people out here on that day, and some of them had been asked by a good-looking young man wearing an arm cast to help load his sailboat on the car in the parking lot beyond. These same witnesses provided information for a police sketch and recalled the man with the cast had asked several young ladies for help that day. Bref, en tout cas, les policiers ont de quoi diffuser un portrait robot à la télévision et dans la presse. Donc un portrait robot de ce monsieur. Et c'est alors là qu'une ancienne collègue, une certaine Anne Rule, va le reconnaître. Il faut savoir, mais Anne, elle a connu Ted lorsqu'ils travaillaient tous les deux au centre de prévention anti-suicide. En fait, ils bossaient l'un à côté de l'autre, et puis elle le trouvait vraiment gentil et empathique à l'époque. Mais lorsqu'elle a vu le portrait robot du suspect des enlèvements du lac de Sammamish, là, elle était certaine que c'était lui. Elle a alors appelé le commissariat, mais petit à petit, elle va regretter de le dénoncer. Elle va alors dire qu'elle s'est peut-être trompée en évoquant que le Ted qu'elle connaissait n'avait pas de voiture. Et à l'autre bout du fil, les policiers ne la croient pas non plus. Faut se dire, mais à cette époque, ils reçoivent des centaines d'appels et aucun ne leur paraît vraiment pertinent. Mais hélas, ce n'est que plus tard, quand ce dernier finira par être arrêté, qu'elle va réaliser qu'elle aurait dû se faire confiance. D'ailleurs, elle finira par écrire un livre sur sa relation avec Ted Bundy, The Stranger Beside Me, qui se vendra à 2 millions d'exemplaires.
Alors vraiment, du coup, je reviens sur ce point, mais Ted, il a une image super lisse. C'est vraiment le gendre idéal aux yeux de tout le monde, quoi. Il est beau, il est poli, il est sympa, il a l'air empathique. En fait, personne ne peut croire à sa culpabilité. Et il faut aussi se dire que la police de l'époque n'a même pas les moyens scientifiques pour retrouver les meurtriers. Il n'y a pas les tests ADN et tout, quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, Ted, de son côté, il sent bien qu'il faut qu'il fasse une petite pause dans les meurtres. Il y a trop de soupçons qui pèsent sur lui, là, il va faire un peu le mort. Et il va alors trouver un nouveau terrain de chasse. Et il choisit donc de se déplacer dans un état voisin, l'Utah donc, pour commettre ses prochains crimes. Et justement, vous allez voir qu'il va commettre alors une seconde erreur qui va totalement bouleverser sa stratégie. Alors, on est toujours la même année, on est à la fin de l'année, en novembre, et là, Ted Bundy a mis fin à sa pause. Parce que un mois auparavant, il a repris les assassinats de jeunes filles dans l'Utah, autour de la ville de Salt Lake City. D'ailleurs, à noter que là, il ne s'arrête pas dans l'horreur. Là, il ne prend même plus soin d'enterrer vraiment ses victimes complètement, car il sait qu'il va revenir abuser sexuellement d'elles après leur mort. D'ailleurs, il y a une rumeur assez glauque qui dit que Ted maquillait et coiffait ses victimes après leur mort, afin de leur faire ressembler à son premier amour, donc Diane. Et le 8 novembre, Ted va tenter de kidnapper une certaine Carol Darronch. Là, il l'approche alors sur un parking d'un centre commercial et il se fait passer pour un policier. Là, Ted fait croire à la jeune femme que quelqu'un a essayé de lui voler sa voiture et donc elle doit l'accompagner au commissariat pour porter plainte. Elle, au départ, elle est suspicieuse car elle ne voit rien qui laisse penser que quelqu'un a essayé d'ouvrir de force sa bagnole. Mais bon, quand Ted lui montre un faux badge de policier, là, elle est rassurée, on va dire, et elle accepte de le suivre. Et soudain, Ted va alors décider de se garer sur le parking d'une école. Bon, à ce moment-là, Carol comprend que quelque chose ne va pas. Ted va alors se mettre à vouloir la menotter, mais il a alors le temps d'accrocher les menottes qu'à un seul poignet de Carol. Là, elle essaye de s'enfuir, sauf qu'il la rattrape et ils se battent sur le parking. Et lui, il va essayer de l'assommer avec une barre de fer. Mais Carol parvient à s'échapper et à rejoindre une voiture qui passait par là. Ted ne le sait pas encore, mais cette tentative d'enlèvement ratée va causer sa perte. Quoi qu'il en soit, il a tellement la rage d'avoir raté son coup que 4 heures à peine après, il kidnappe la jeune Debra Kent sur le parking d'un théâtre et il la tue aussitôt. En tout cas, pendant ce temps, sa petite amie Elizabeth, parce que oui, du coup, il est en couple à ce moment-là, elle se doute quand même que quelque chose ne tourne vraiment pas rond chez Ted. En fait, il est de plus en plus absent le soir, il se voit de moins en moins. D'ailleurs, elle a même retrouvé des objets chelous chez lui. Mais à chaque fois, lui, Ted, il trouve des justifications. Déjà, lorsqu'elle découvre des béquilles chez lui, il lui dit que c'est au propriétaire de l'appartement. Mais lorsqu'elle découvre aussi une hachette sous le siège de la voiture de Ted, il lui dit qu'il doit aller découper un arbre chez son père. Au final, ce qui va vraiment faire tilter Elizabeth, c'est lorsqu'elle voit le portrait robot de Ted à la télé et que les policiers décrivent la Volkswagen de Ted comme la voiture du suspect. Bon là, sa copine prévient la police, mais tout comme pour Anne Rule, elle a du mal à se faire prendre au sérieux. En fait, faut vous le dire, mais Ted, il a pas de casier judiciaire. D'ailleurs, il va bientôt être diplômé en droit, donc il a vraiment pas le profil du tueur, c'est pas possible. Là, les policiers, ils essayent alors de raisonner Elizabeth, pour qu'elle accepte de se dire que ce ne sont que des coïncidences. When I would think about our day-to-day relationship, there was nothing there that would lead me to think that he was a violent man capable of doing something like that. Et du coup, au final, elle se tait et elle n'apprendra la vérité que 10 ans plus tard. En tout cas, après l'enlèvement raté de Carol Darronch, Ted Bundy a vraiment eu chaud. Là, il décide alors de changer de terrain de chasse et il se déplace alors encore dans un autre état. Et c'est l'état voisin du Colorado. Là, il se rend dans la station de ski de Snowmass et il va alors aller dans l'hôtel Wildwood Inn où séjourne une certaine Karine Campbell avec son mari. Il croise Karine dans un couloir de l'hôtel et il parvient à la kidnapper. Et là, vous vous dites, mais quel stratagème il va utiliser? Aucun. En fait, il la croise littéralement du coup dans le couloir de l'hôtel. Il la prend, il la soulève, il l'attrape et il l'amène de force jusqu'au parking, où il la met dans sa voiture. À ce moment-là, il va alors bien s'éloigner, puis quand il sera assez à l'écart, il va la violer et il va la poignarder. Et il abandonnera alors son corps dans la neige près de la route. Sauf que ce meurtre va avoir des conséquences plus graves que les autres sur le destin de Ted. Parce qu'en effet, au début de l'année 75, un an après, des étudiants en botanique se rendent dans la forêt de Taylor Mountain pour étudier des arbres. Pour rappel, c'est toujours bien la même forêt où il a enterré ses victimes. Et justement, lors de leur randonnée, ils vont faire une découverte macabre puisqu'ils vont tomber sur 6 crânes appartenant aux premières victimes de Ted Bundy. D'ailleurs, du côté de l'État de Washington, on commence à réaliser que toutes les disparitions de l'année 74 sont l'œuvre d'une seule et même personne, mais on ignore encore qui. Parce que vraiment, à l'époque, la communication entre les polices des différents États, elle est vraiment nulle. Et du coup, l'information ne remonte même pas de la police de l'Utah, ni même à celle du Colorado, où Ted a commis ses meurtres les plus récents. Quand même, il y a un événement qui va tout faire basculer et accélérer l'enquête.
Nous sommes alors le 16 août 75 et Ted Bundy roule de nuit à bord de sa fameuse Volkswagen dans la banlieue toujours là de Salt Lake City. Et c'est là qu'il croise la route d'un policier en patrouille du nom de Bob Hayward. Alors là, dès qu'il voit la voiture de police, il a un petit coup de chaud, tu m'étonnes, et il se met alors à accélérer, mais il va vite se faire rattraper. Là, l'agent de police l'arrête pour délit de fuite et il le ramène au commissariat. Là, dans la voiture de Ted, les policiers retrouvent ce qu'on peut appeler le kit du parfait serial killer. Alors, c'est quoi un kit de serial killer? En fait, il y a un masque fabriqué à partir de collants, un pied de biche, des menottes, une bobine de corde et un pic à glace. Mais c'est pas tout. En fait, l'un des collègues de Bob Hayward reconnaît la voiture de Ted Bundy. En fait, il se souvient de la description faite par Carol Daranch, donc la femme que Ted n'est pas parvenu à kidnapper. Et là, les policiers vont faire le lien entre les deux histoires et ils décide alors de convoquer Carol Daranch pour qu'elle puisse identifier son agresseur. On va faire aligner plusieurs hommes devant elle, dont Ted Bundy, et là, forcément, elle le reconnaîtra directement sans hésitation. Ted est alors en mauvaise posture, mais ce n'est que le début pour lui. Parce que oui, j'ai quand même oublié de vous dire, mais lorsqu'il a kidnappé la jeune Debra Kent, il a commis une autre erreur. En fait, il a laissé tomber de sa voiture des petites clés. Et ces clés étaient les clés des menottes qu'il avait utilisées pour essayer d'enlever Carol Daranch. Police believe the key was from the same handcuffs used to kidnap Carol Daranch. 4 hours earlier, the same night, Debbie Kent disappeared. Là, les enquêteurs font le rapprochement. C'est lui qui a tenté de kidnapper Carol Daranch, mais aussi Debra Kent. Hélas, le corps de Debra Kent n'avait pas été retrouvé et du coup, ils n'ont pas assez de preuves à ce moment-là pour pouvoir l'accuser de meurtre. Par contre, ils ont assez de preuves pour l'accuser de l'agression et de la tentative d'enlèvement de Carol Daranch. Et ainsi, 1 an après, son procès a lieu et Ted Bundy est condamné à une peine indéterminée de 1 à 15 ans de prison. En fait, là, il y a une grosse marge parce qu'on ne sait pas trop comment ça va évoluer selon l'enquête. Est-ce que ça va aller dans son sens ou pas, quoi. D'ailleurs, c'est la toute première fois de toute cette histoire que Ted Bundy se retrouve enfin derrière les barreaux. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, parce qu'en effet, quelques mois auparavant, à la fin de l'année 75, 3 enquêteurs du FBI vont organiser une rencontre entre les détectives des 3 États respectifs, l'Utah, le Colorado et l'État de Washington. Et cette réunion, elle est quand même vachement utile, puisqu'elle va permettre, grâce aux échanges d'infos entre les policiers, de résoudre enfin une affaire liée à Ted Bundy. Et cette affaire, c'est le meurtre de Caryn Campbell dans la station de ski de Snowmass dans le Colorado. Là, on se dit, mais comment ils ont fait? En fait, il se trouve qu'en fouillant le logement de Ted Bundy à Salt Lake City, des enquêteurs vont découvrir des tickets de reçu de stations essence situées dans la zone où a eu lieu le meurtre. Et aussi, un prospectus de la station de ski de Snowmass. Mais les choses vont s'accélérer lorsque des experts scientifiques parviennent à retrouver un des cheveux de Caryn Campbell dans la voiture de Ted. Là, les enquêteurs des 3 États recoupent les informations et commencent à voir émerger la théorie suivante. Les enlèvements et les meurtres de jeunes filles de l'université de Washington, celle de Salt Lake City et celle du Colorado, sont en fait le fait d'un seul et même suspect, Ted Bundy. Mais bon, hélas pour le moment, ils n'ont que des preuves concernant le meurtre de Caryn Campbell. Mais bon, ça va suffire pour demander à ce que Ted Bundy soit transféré de la prison d'État de l'Utah à celle d'Aspen dans le Colorado. Voilà, il va pouvoir changer d'État. Et c'est là qu'il va pouvoir être enfin jugé pour meurtre. Il est transféré dans l'État où les peines sont plus graves. Sauf que, il se trouve que rien ne va se passer comme prévu et l'affaire va connaître plusieurs rebondissements. Alors accrochez-vous puisque vous n'êtes pas prêts pour les dingueries qui vont suivre. Là, on est le 7 juin 77 et Ted Bundy, alors âgé de 31 ans, est sur le point d'être jugé pour l'assassinat de Caryn Campbell. Mais comme Ted a décidé de se défendre seul, sans avocat, le juge l'a autorisé à utiliser la bibliothèque du tribunal pour préparer sa défense. Sauf que dans ce cadre, il se trouve que les prisonniers sont autorisés à ne pas porter de menottes pour consulter les livres de droit. Et ça, Ted Bundy le sait très bien. Je vous rappelle quand même qu'il avait fait des études en droit, il était étudiant là-dedans. Et en réalité, s'il fait ça, c'est parce qu'il a une idée derrière la tête. Et donc, durant l'attente de son procès, il s'est entraîné tous les soirs à sauter du haut du lit superposé de sa cellule. Mais alors, on se dit, mais pourquoi il s'amuse à sauter de son lit? Tout simplement parce qu'il a prévu de s'évader en sautant par la fenêtre de la bibliothèque du tribunal. Et il se trouve que le jour J, le jour de son procès, il profite d'un moment d'inattention des policiers, censés le surveiller, pour là mettre son plan à exécution. Il saute alors par la fenêtre et il s'enfuit en courant de toutes ses forces pour atteindre la forêt sur la montagne voisine. La Ted parvient à s'éloigner suffisamment pour ne pas être retrouvé. Mais il doit alors faire face à 2 problèmes de taille. En fait, il s'est fait une entorse à la cheville lors de son saut et il se met à pleuvoir très fort, très violemment. Par chance, il parvient à trouver une cabane en bois comme abri, mais du coup, il va tomber malade. Il va alors avoir besoin de trouver des médicaments et de la nourriture. Là, il décide alors de retourner en ville et c'est là qu'il vole une voiture pour pouvoir fuir plus loin. Sauf que hélas pour lui, dans son état, il conduit de manière un peu foireuse et il finit par se faire arrêter par une patrouille de police.
Au total, sa cavale aura duré 6 jours. Et si là vous pensez que cette histoire lui a fait passer l'envie de s'évader, eh bien c'est tout le contraire. Il remarque que tous les journaux parlent de lui. Et ça, il adore. Il kiffe. Il jubile. En fait, il a enfin réussi à devenir connu. D'ailleurs, à chaque apparition publique, il fait de grands sourires à la caméra. Il blague avec les journalistes qui l'interviewent. Bref, le gars, il croit que c'est une star. Et en fait, le pire là-dedans, peut-être, c'est que toute cette hype autour de lui, eh bien, elle va porter ses fruits. En fait, le fait de se sentir autant le centre de l'attention, c'est comme s'il se sentait invincible. Et du coup, à ce moment-là, il se dit qu'il faut qu'il retrouve sa liberté. Et il est prêt à tout pour ça. Et donc, même s'il est en prison, pendant des semaines entières, il va faire un régime tout en faisant du sport. En fait, son plan à Ted, il est tout simple. Il veut être assez mince pour se faufiler dans un trou dans le plafond de sa cellule. Le soir de l'un des derniers jours de l'année 77, il tente sa deuxième évasion. Et là, il monte alors sur une pile de livres et il s'infiltre dans le trou qu'il a creusé. Et là, un peu comme dans les films, il rampe dans le système d'aération de la prison jusqu'à atteindre le logement de fonction d'un des gardiens de la prison. Par chance pour Ted, le gardien est sorti avec sa copine ce soir-là. La Ted va alors enfiler un uniforme de gardien et il parvient à quitter la prison comme si de rien n'était. Là, il vole alors une voiture et il parvient à quitter le Colorado. Et il enchaîne alors les itinéraires en bus, en train et même en avion pour atteindre la ville de Tallahassee en Floride. En tout cas, pendant ce temps, alors que Ted se croit à l'abri, loin, de plus en plus loin, eh bien le FBI, lui, il est vraiment à ses trousses. Et d'ailleurs, il est même fiché parmi les 10 criminels les plus recherchés des États-Unis à l'époque. Et je le rappelle quand même, mais à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de fax, il n'y a pas de recherche d'ADN, c'est donc quand même plus dur. Et donc, ça fait que Ted Bundy parvient à passer sous les radars des autorités qui sont à sa recherche. Et donc, pendant toute la période de sa cavale, il utilise des fausses cartes de crédit et puis un faux permis de conduire pour ne pas se faire remarquer. D'ailleurs, Ted profite aussi d'être un total inconnu en Floride pour traîner dans les bars, assister à un match de foot, même bronzer tranquillement à la plage. Et d'ailleurs, il se présente aussi sous la fausse identité d'un étudiant en droit nommé Kenneth Missner. En tout cas, ce n'est que bien après son arrestation que les autorités de Floride vont se rendre compte qu'ils ont capturé le serial killer Ted Bundy. Mais bon, Ted n'est pas en bonne posture. Il n'a plus d'argent, il vole des portefeuilles dans les bars pour survivre, il dort dans des hôtels miteux. Et parmi tous ces hôtels, eh bien, il se retrouve à dormir juste à côté de la résidence de la sororité Chi Omega de l'Université de Floride. Petit rappel, une sororité, pour faire simple, c'est comme les fraternités, vous savez, dans les facs, sauf que là, c'est un club d'intégration uniquement pour les filles, pour les étudiantes. Et là, vers 2h30 du matin, alors que tout le monde dort dans la résidence, Ted Bundy pénètre discrètement par la porte arrière. Armé d'une branche d'arbre, il va assommer, puis étrangler et violer une première étudiante, une certaine Margaret Bowman. Et puis il va enchaîner directement dans une autre chambre en faisant la même chose à Lisa Levy. Puis il se saisit d'un couteau, il poignarde et il bat violemment 2 autres étudiantes, Karen Chandler et Kathy Kleiner. Il va alors quitter la résidence de la sororité pour se rendre quelques rues plus loin et il entre alors dans la maison d'une jeune fille nommée Cherry Thomas. Il va alors s'acharner sur elle et sans trop rentrer dans les détails, il va la tabasser et il va la laisser pour morte. En tout cas, à ce moment, Ted Bundy est véritablement hors de contrôle. C'est alors une bête sanguinaire qui n'a qu'une chose en tête, tuer et tuer encore. Et puis, un peu plus tard, il va alors commettre un ultime crime particulièrement affreux. En fait, 2 semaines après sa nuit meurtrière à Tallahassee, donc c'était sa série sanguinaire dans la sororité, là, Ted se rend dans la petite ville de Lake City. Il va alors kidnapper la jeune Kimberly Leach, qui est à peine âgée de 12 ans. Il va alors la violer et la tuer en l'étranglant. À partir de là, Ted Bundy semble inarrêtable, mais du moins, c'est ce qu'il croit à l'époque. Puisqu'il commet alors une dernière erreur qui va mettre un point final à sa cavale et sa folie sanguinaire. Bon, à ce moment-là, nous sommes dans la ville de Pensacola, le 15 février 78, et il est 1h30 du matin. Là, le policier David Lee patrouille en voiture lorsqu'il aperçoit une voiture un peu suspecte. Après avoir vérifié la plaque d'immatriculation, là, il se rend compte que c'est une voiture volée. Là, il décide alors d'aller voir le conducteur, qui est encore dans la voiture, mais là, le gars qu'il voit refuse de s'identifier. Le policier tente alors de l'arrêter, mais le conducteur se débat et le frappe au visage avant d'essayer d'attraper son arme de service pour essayer de le tuer. David Lee parvient alors à l'en empêcher, et il tire alors 2 coups de feu en direction de l'homme, qui essaie alors de s'enfuir. Et il parvient alors à le rattraper. Là, le policier ne le sait pas encore, mais il vient d'arrêter Ted Bundy. Alors, on ne sait pas trop ce qui se passait cette nuit-là, qu'est-ce qu'il était en train de faire. Manifestement, il était en train d'errer. Peut-être qu'il attendait, qu'il recherchait une future victime. Mais bon, heureusement, vu toutes les accusations qui pèsent sur lui, Ted est placé là dans une prison à haute sécurité et il est maintenant impossible pour lui de s'enfuir. Là, le FBI et les polices des différents États où il a commis ces différents crimes sont mis au courant de son arrestation. Cependant, c'est l'État de Floride qui va procéder à son procès pour l'assassinat des étudiantes de la sororité
arrêté Chi Omega de Tallahassee. Là, le procès de Ted Bundy débute en juin 79 et rien ne va se passer normalement. En fait, déjà Ted, faut vous le dire, mais il fascine tellement l'Amérique que son procès attire les journalistes de tout le pays et ce sera alors le tout premier procès à être entièrement retransmis à la télé. En fait, ce procès va même se transformer en véritable show télévisé. Là, Ted, faut vous le dire, mais il se présente en costume bleu, super élégant, il apparaît comme super confiant. Et comme il a fait des études de droit, comme vous le savez, il prend lui-même en charge sa défense et il se met en scène en maniant l'humour et la provocation. D'ailleurs, il est tellement fascinant qu'il va très vite se former un fan club de lui parmi le public qui assiste au procès. Et ce qui est assez fou là-dedans, c'est que la plupart de ses fans, ce sont des jeunes filles qui tombent secrètement amoureuses de lui. Elles sont fascinées par son côté bad boy et son physique de gendre idéal. Et du coup, c'est assez vicieux, mais tout ça, ça va rendre le travail du jury assez compliqué. Car, en fait, leur regard, leur jugement est biaisé par tout cet emballement médiatique, quoi. Ce qui va quand même les aider, quand même pas déconner, c'est les preuves. Et en particulier, une preuve qui va changer la donne. Je le précise, c'est hyper important, mais là, évidemment, je vous ai raconté toute l'histoire en sachant tout ce qu'il a commis. Mais à ce moment-là, lors du procès, Ted Bundy, bien entendu, plaide non coupable. Lui, il se fait passer pour un innocent. C'est pas possible qu'il ait fait tout ça, etc. Donc, il apporte des preuves et il essaye de convaincre les gens. Et justement, son fan club de toutes ces jeunes filles qui sont amoureuses de lui, elles pensent qu'il est innocent. Donc, elles sont totalement dans le déni. Mais également tous ses proches, ils pensent que c'est pas possible qu'il ait fait ça. C'est un homme trop bon, trop sympa, trop beau et tout. Donc voilà, c'est quand même très compliqué. En tout cas, ce qui va quand même aider le jury à faire son choix définitif, c'est notamment une preuve d'un certain Dr Souviron qui est spécialiste de la dentition et qui se présente face au jury. Parce qu'en effet là, pendant le meurtre de Lisa Levy, Ted Bundy l'aurait mordu à la fesse de manière assez profonde pour laisser une marque bien visible. Et là, un peu avant son procès, les enquêteurs ont obligé Ted à se laisser prendre les empreintes de ses dents pour en faire un moulage précis. Et du coup, pendant l'audience, le Dr Souviron a démontré que les marques retrouvées sur le corps de Lisa Levy matchent parfaitement avec la dentition de Ted Bundy. Et là, mine de rien, cette preuve va jouer un rôle important dans la décision finale du jury. Le 24 juillet 79, le verdict tombe. Ted Bundy est désigné coupable des meurtres qu'il a commis en Floride et condamné à mort par chaise électrique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'à peu près un an après, il est à nouveau jugé, mais pour le meurtre de la petite Kimberly Leach. Et cette fois-ci, ce sont des traces de fibres des vêtements de la jeune victime qui ont été retrouvées dans la voiture de Ted. Et là, il est à nouveau désigné coupable et condamné à la peine de mort. Sauf que là, quand même, quelque chose d'improbable va se produire durant ce second procès. Parce que parmi les groupies de Ted Bundy, donc les filles qui le kiffent là, et qui assistent à son procès, se trouve une certaine Carol Ann Boone. Et elle, elle connaît Ted depuis sa vie dans l'État de Washington, et elle est persuadée qu'il est innocent. En fait, aux yeux du grand public, elle apparaît même comme sa petite amie. Et Ted va donner raison au public en demandant en mariage cette Carol Ann en plein milieu de son procès. Carol, you want to marry me? À partir de là, elle va pouvoir lui rendre visite en prison, ils vont avoir des relations sexuelles ensemble et elle va même réussir à tomber enceinte et à avoir un enfant de lui. Quoi qu'il en soit, durant tout ce temps, le sort de Ted Bundy semble fixé. D'autant plus que jusqu'en 1989, donc bien des années plus tard, les tentatives de ses avocats, les avocats de Ted, de faire appel à son jugement échouent les unes après les autres. D'ailleurs, pendant cette période, plusieurs journalistes se succèdent pour interroger Ted Bundy et connaître enfin sa vérité. Mais Ted, il s'amuse à les manipuler et il leur ment en permanence. Et c'est alors que Ted va entrer en contact avec un certain Bill Hagmaier et là Ted va radicalement changer d'attitude. En fait, Bill Hagmaier, c'est un agent du FBI et là il s'entretient avec Ted Bundy pour la première fois en 85. Et Bill, faut vous dire, mais il est chargé de mener une étude sur les tueurs en série pour comprendre leurs motivations, découvrir leur profil psychologique et mieux parvenir à les stopper quand il a encore temps. Là, Ted, lui, il ressent une certaine complicité avec Bill. D'ailleurs, il se confie de plus en plus à lui. Il va alors se créer une relation de confiance entre eux. Et c'est ça qui va l'amener à faire d'ultimes révélations 2 jours avant son exécution à la chaise électrique. Parce que là, non seulement Ted Bundy va avouer être l'auteur des 30 crimes qui lui sont reprochés, mais il va aussi révéler des détails sordides que les enquêteurs ignoraient jusque-là. Il avoue par exemple avoir décapité une 12aine de ses victimes et avoir conservé leur tête chez lui pendant plusieurs jours. Mais il confesse également des actes de nécrophilie qu'il a pratiqués sur des cadavres. Et il va encore plus loin en mentionnant des crimes que les enquêteurs ignoraient et laissent entendre qu'il a pu y en avoir encore plus dont il ne se souvient même pas. Quelques heures avant son exécution, Ted Bundy va faire des nouvelles confessions à un psychologue chrétien du nom de James Dobson. Et là, durant leur entretien, Ted va accuser la pornographie et les films violents d'être à l'origine de sa folie meurtrière. La plupart des psychiatres s'accordent en réalité quand même tous pour dire que Ted Bundy était juste atteint de psychopathie. Et lui, il a justifié ses crimes en disant que, je cite, « Je l'ai fait parce que j'aimais le faire et que je voulais le faire ». Le 24 janvier 1989, au matin, Ted Bundy est amené sur la chaise électrique pour son exécution.
Ces tout derniers mots sont alors à destination de Jim, son avocat, et de Fred, donc le prêtre qui a recueilli ses dernières prières. Là, il s'adresse à eux en leur disant « Jim et Fred, dites à ma famille et à mes amis que je les aime ». Ted Bundy est alors exécuté à 7h16, pendant que dehors, une foule amassée autour de la prison pousse des cris de joie en apprenant la nouvelle. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine le récit de la vie de Ted Bundy. Bon, comme vous l'avez vu tout le long, c'est quand même fou de voir à quel point son charisme lui a permis quand même d'échapper aux soupçons de tout le monde pendant autant de temps. En tout cas, si vous connaissiez pas son histoire avant, je suis ravi d'avoir pu vous la raconter. Bref, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette histoire ne vous a pas traumatisé. En tout cas, quant à nous, eh bien, on se dit à bientôt. Bye bye.